Couvre-feu de la nuit du 7 au 8 mars 1918, 4h37, 5 rue Geoffroy-Marie, Paris 9e. Malade et dépossédée de tout, la baronne Hermione Petit-Patapon, fondatrice des Mardis de Madame, le salon musical le plus en vue de la capitale, est au bord du désespoir. Confinée dans ses appartements et tourmentée par la situation dramatique de celle qu'il aime en secret, le prince Alexander Shepsion ne trouve pas le sommeil. Au cœur de la guerre, elle est son île, il est son aile. Leurs seules armes sont les arts élégants, musique et poésie, par lesquels avec tendresse s'élève, suprême victoire, la beauté de leur impossible amour. Encore une nuit blanche. La situation est catastrophique. Que la lettre arrive ou pas, ils viendront. Ils savent maintenant. C'est une certitude. Je vais devoir quitter cette maison. Ah mon Dieu, en pleine guerre. Quand je pense à tout ce que nous avons créé ici. Non, je ne puis me résigner. Comment vous venir en aide, mon tendre amour? Fuir? Avec sa santé, tu vas faire comment? Et cette satanée cousine? J'ai rencontré la baronne Hermione Petit-Patapon dans des conditions très particulières. Grâce à la musique, nous sommes vite devenus très proches. 18 années d'un amour, chaque jour plus beau, chaque jour plus pur. Et puis tant de rencontres. Les mardis de Madame attirent beaucoup de monde. La reine des Belges elle-même est venue. Sans parler de tous les grands artistes. À la belle saison, la rue est interdite à la circulation. Et nous jouons toutes fenêtres ouvertes. Hélas, la guerre a considérablement affaibli l'enthousiasme général. Les bombardements se succèdent. La ville lumière est plongée dans les ténèbres les plus épaisses. Mais nous avons décidé de ne pas succomber à la peur. Même sous les bombes, la musique ne s'arrête pas. La beauté est notre victoire. Je vais vous raconter cette histoire, dont je ne connais pas encore la fin. Remontons pour cela au 12 février 1900. À travers la fenêtre légèrement embuée du salon de musique, au premier étage du 5 rue Geoffroy-Marie, couverte d'un châle de soie de Chine, la baronne Hermione Petit-Patapon contemple le grand orme nu, dont le
racines se perdent sous les pavés enneigés. La lumière de l'unique réverbère de la cour prend peu à peu autorité sur la pénombre. Le chant d'un merle offre un sourire de surprise au visage de madame. L'oiseau qui s'est posé sur une branche blanchie semble la regarder. Dans le brouillard étonnamment tendre du soir, il donne son aubade à la baronne. Des sombres nuées surgit une corneille criarde qui en un instant chasse l'oiseau poète et aussi le sourire de la vieille dame. Dans la cour, une voiture à chevaux s'ébranle. Les sabots et cercles de fer claquent en cadence sur le pavé que la neige adoucit. La calèche passée, un violent coup de vent rabat la lourde porte contre le mur. Aussitôt, l'oiseau de mauvais augure s'envole par-delà les toitures grises de Paris et va se poser à quelques rues de là, auprès d'un musicien transi de froid qui pleure sa destinée sous le haut vent d'un restaurant bondé. Non loin de là, entre en gare l'express Amsterdam-Bruxelles-Paris, dernier train de la journée. Parmi les voyageurs descend un petit homme nerveux, richement vêtu, rond comme un tonneau, mais solide comme un taureau. El baron Ramon Petit Patapon. Et alors, misérable, ce n'est quand même pas moi qui vais les sortir les caisses de ce train, non? Dépêchez-vous, perezoso! Toréador, moi je suis toréador. Ici Paris, oui c'est chez moi. Alors, songez si bien petit bonhomme, mon œil noir vous regarde. Alors dépêchez-vous, ou bien ce soir, vous irez dormir dehors. L'événement éveille la convoitise d'une bande de malfrats postés à quelques pas de là. Entre eux, le conciliabule est vite expédié. Suivre discrètement la voiture et s'en emparer à la première occasion. Quelques minutes plus tard, juste au niveau du square Montolon, au milieu de la rue Lafayette, deux hommes s'approchent en courant de part et d'autre et feront brusquement stopper les chevaux. Le cocher tente une manœuvre, l'un des malfaiteurs lui assène un terrible coup de bâton sur les mains. On nous attaque, monsieur le baron. Non, On nous attaque. Non, non, coupez, coupez. Monsieur, qu'est-ce que vous Je vais faites faire là? plus vif alors, peut-être. Non, vous faites pas. On nous attaque, monsieur le baron. On nous attaque. Mais c'est qui ce type? Mais c'est le beau-frère de qui? Monsieur, sortez du plateau s'il vous plaît. On nous attaque, monsieur le baron. On nous attaque. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Ramon Petit Patapon jaillit du fiacre, une redoutable épée de Tolède au poing. Ils sont quatre, il est seul. Muerte à Napoléon! Hurle-t-il en se jetant sur ses assaillants. Touché, l'un des malandrins roule à terre. Un second s'approche avec une baramine. Aussitôt rejoint par le brigand au bâton, le combat est inégal et d'une violence inouïe. Soudain, le vaillant escrimeur s'écroule, inanimé. Le quatrième criminel vient de lui tirer dans le dos. Le cocher, jeté bas, file à vive allure en criant « Antoine! Antoine !» L'adolescent le rejoint à toutes jambes. Les gangsters s'engouffrent dans le véhicule et fouettent le chevaux. Lorsque je suis arrivé, la calèche filait déjà à vive allure dans le boulevard Haussmann.
Pitié, Seigneur. Ah, vous n'êtes pas mort? Ramenez-moi chez moi. Je vous en prie. J'habite tout près d'ici. Il m'a tendu sa carte de visite. Monsieur, il faut appeler la police. Si on attend la police, je serai mort. Elle s'est évanouie. Alors j'ai chargé sur mon dos le blessé à carrure d'haltérophile pensionné. J'ai descendu la rue de Trévise, tourné à droite dans la rue Richet, et enfin à gauche dans la rue Geoffroy-Marie, au milieu de laquelle j'étais, Dieu merci, rejoint par une femme et les deux hommes de la calèche qui venaient vers moi en courant avec un grand plaid écossais. Nous y avons déposé le moribond, puis nous saisissant chacun d'un coin, nous avons marché jusqu'à une porte cochère où une dame apparut. Une dame âgée d'une grande beauté. La baronne Hermione Petit-Patapon. Montez-le au premier. Nous avons fait du feu. Sylvie, de l'eau chaude. Des draps propres. Alors, ma fille. Antoine, courez chercher le docteur Dubois. André, des bûches pour le feu, s'il vous plaît. Ramon, vous m'entendez? Ramon, mon ami. Par pudeur, tandis que les femmes prodiguaient les premiers soins aux blessés, je me mis en retrait. La baronne gardait un sang-froid déstabilisant. Je restais figé à la regarder. Je la trouvais si belle. De cette beauté mystérieuse qu'a une femme maîtresse d'elle-même et si inquiète en même temps. Une larme glissa sur son visage. Quand elle l'essuya du poignet, elle me vit. Je détournai le regard et je découvris la maison. Partout des œuvres d'art. Ici, l'éternel printemps de Rodin. Là, des nymphéas de Monet. Au plafond, un lustre à 18 coupoles de Baccarat en cristal. Le canapé où l'on avait déposé le comte, un col de cygne Louis XIV. Un musée. J'ai tout de suite aimé cette demeure. Et comme pour en apprécier le travail, je parcourus de la main le magnifique buffet de merisier. Je sentais qu'elle me regardait. Je tournai ma tête. Son regard croisa le mien. Elle se tourna à son tour avec pudeur. Je fus le seul à voir qu'elle avait légèrement rougi. Et oh, Sylvie, ma cocotte, tu n'en debout pas encore, laissez. Et nous vîmes entrer un grand gaillard titubant à la face rouge, les yeux roulants. Il s'affala dans le sofa. Dans le foie. Oui, pourvu que ça ne fasse pas une gangrène, ça fait. Bon. Apportez-moi l'alcool le plus fort que vous avez. Non, j'ai plus d'éther, je l'ai bu sur le chemin. Pour me réchauffer. Ouais. Bon, si vous voulez que je sauve votre mari, il va falloir s'activer un petit peu. Merci bien. Bon, essai. Allez hop. Et alors, bon, on se réveille, essai. Hein? Faut pas remuer comme ça, mon grand. Bon, vous me autres, tenez-le bien, faut pas qu'il bouge. Allons-y. Oh, mais arrêtez de crier comme ça, mon cher baron. Je t'entends plus, essai. Mais faut me tenir le bon sang. Il m'échappe, essai. Il essaya plusieurs outils, chaussa une paire de lunettes, se prit une giclée de sang qu'il plongea dans un revers de manche, puis finalement il plongea la main dans la plaie et ressortit la balle. Là, une 762. Oh, et à part dire, c'est beau la technologie. N'est-ce pas, ma chère? Et vous, mon cher baron? Oh là là, qui dort maintenant? Bon, eh bien, on va profiter pour recoudre tout ça, nous. Bon, parce qu'il faut pas... pas qu'on dise, voilà, qu'est-ce que c'est ce docteur? Oui, où est-ce qu'ils sont mes aiguilles maintenant? 10 minutes plus tard, l'énergumène terminait l'opération tant bien que mal sous les yeux horrifiés de la baronne et de ses hôtes. Voilà. Maintenant, du repos, beaucoup d'eau
Et surtout pas de garlipettes ou de petits bazars rincés. Hein. Non, non, parce que je... Non, mais... Ah, oui, non, non, mais je m'en vais. Je m'en vais. Et bonjour chez vous. En se levant, l'ivrogne perdit l'équilibre, tenta un autre chat pour éviter la catastrophe, mais se prit les pieds dans le tapis et s'étala comme un cachalot en catapultant sa mallette à l'autre bout de la pièce, là où j'avais laissé mon violon. Mon cœur était aussi brisé que le violon. Mais ça n'a pas duré longtemps. Madame m'a promis de m'offrir un autre instrument. Je suis certaine qu'il vous plaira. C'est un très beau violon. Il appartenait à mon père. Je fus convié pour la nuit. Au petit matin, la baronne vint elle-même me réveiller pour honorer sa promesse. Dès que je fus habillé, j'ouvris, elle me salua respectueusement et m'entraîna vers le grenier. L'ascenseur en fer forgé s'éleva lentement dans la cage du grand escalier circulaire aux vitraux bicolores. Cette femme a un port de tête unique. J'avoue avoir profité plusieurs fois, et ce jour-là particulièrement, d'une dilection sans égale à la contemplation d'une telle œuvre d'art. Parvenue au dernier niveau, elle ouvrit une porte basse et avança prudemment sous les combles jusqu'à un amas de caisses et de cartons derrière lesquels se trouvait un grand coffre en bois de santal. Lorsqu'elle l'ouvrit, la puissante odeur de l'Afrique se libéra, nous offrant quelques instants d'une ivresse inattendue. Elle eut un léger soupir, s'appuya sur mon bras. Je ressentis un exquis frémissement qui me fit instantanément oublier nos 40 années d'écart, et je devins irrésistiblement amoureux d'elle. Un instant plus tard, elle sortait ce bel étui de bois lustré dans lequel était un magnifique violon. Cette facture soignée, cette étonnante régularité des ondes, sur la table d'épicéa, la chaleur du vernis, ocre et roux, la pureté des éclisses, la douceur de la volute, un viol. Durant toute la descente dans la cage de l'escalier, dans la cage de fer, j'ai voulu la prendre dans mes bras, poser ma bouche sur la sienne, me dire combien j'étais heureux. Mais je me suis conduit en parfait gentleman. Je n'ai rien fait. J'ai attendu qu'elle prit la parole. Elle n'a rien dit. On n'apprivoise pas comme ça une baronne. Nous sommes allés directement au salon de musique, sans même prendre le temps d'une tasse de café.
Pendant la musique, le baron s'était réveillé. Mais qu'est-ce que c'est? On joue de la musique alors que je meurs. La grimace aux faciès. Il se leva du canapé, ouvrit à toute volée la double porte du salon de musique et hurla. Honte à vous, misérable! Je vais vous tuer! Le visage déformé par la colère et la douleur, il s'élança pour m'attaquer, mais il s'arrêta net, porta une main crispée sur sa poitrine. Son visage devint un blême, sans expression. Il tourna lentement sur lui-même et avec un grondement d'ours mortellement touché, il s'effondra. La semaine qui suivit les funérailles du baron, l'humble veuve demeura fort abattue. J'ai pris soin d'elle autant que je l'ai pu. Nous allions au parc le matin, nous jouions de la musique l'après-midi. Le dimanche, je l'accompagnais à l'église, puis nous allions au cimetière. Ma proximité avec elle me permit de constater qu'elle souffrait considérablement. Elle me cachait quelque chose. Un jour, alors que nous déchiffrions la sonate de César Franck, sans raison apparente, elle s'est arrêtée de jouer. Brusquement, elle s'est levée, elle est sortie. Une autre fois, à table, elle s'est mise à trembler. Elle essayait de se contrôler, mais les convulsions s'accentuaient. J'ai voulu appeler les jeunes de la maison. Elle interdit. J'ai demandé de la tenir dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Sans doute m'a-t-elle cru digne de confiance. Ce soir-là, elle s'est confiée à moi. Les crises devenaient de plus en plus fréquentes. Elle avait besoin d'aide et personne ne devait l'avoir en crise. La belle famille espagnole ne devait jamais savoir son épilepsie. Reconnue incapable de gérer la fortune de fait son époux, elle risquait d'être hospitalisée de force et dépouillée de tous ses biens. Je promis de l'aider dans la mesure du possible. Et comment lui faire oublier son deuil? Comment l'aider à vivre? Comment la rendre heureuse malgré tout ça? Une nuit d'insomnie, me souvenant que la cause de ma venue à Paris était quand même l'exposition universelle, je projetais de l'y emmener mon ami. Dès le lendemain matin, nous nous rendions au pavillon italien pour y découvrir les Picavetti, une troupe de comédie dell'arte tout à fait sensationnelle. En quelques minutes, les artistes italiens avaient rendu à mon ami son âme d'enfant. Ah, qu'il était bon de la voir enfin heureuse. Dans le public, quelqu'un se mit à rire si fort que toute l'attention se fixa sur lui. C'était Gabriel Fauré, compositeur et professeur de composition au Conservatoire de Paris. Il avait repéré juste derrière nous la très élégante Emma Bardac, qui avait jadis été sa maîtresse et qui lui a envoyé des clins d'œil. Ce que n'appréciait pas du tout l'homme qui accompagnait la demoiselle, à savoir le compositeur Claude Debussy. Fauré fumait un formidable cigare et il envoyait la fumée avec son nez dans ses moustaches, puis en louchant, il observait la fumée s'élever. Emma s'était laissée contaminer par le rire au point que des larmes jaillissaient de ses paupières. Debussy était furieux. Mais Fauré s'adressa à la baronne, Hermione Petit Patapon. Baronne, quel plaisir de vous trouver ici. Après les funérailles de votre époux, paix à son âme, j'avais craint ne plus vous revoir en société. Monsieur Fauré,
Remerciez donc notre ami Alexander Shepson, brillant violoniste, qui porta secours à mon époux et qui a la gentillesse de me soutenir dans mon deuil. Il fit un quart de tour sur lui-même et me tendit la main. Ah, jeune homme, c'est un honneur. Honneur partagé, professeur. J'estime beaucoup votre musique et espère avoir un jour la chance de la jouer en votre présence. Ah, j'en serais ravi. Avez-vous déjà rencontré le monsieur qui accompagne la toujours très élégante dame Bardac? C'est Claude Debussy. Il possède un certain talent de composition, mais sa musique sort considérablement, hélas, de la grande tradition contrapuntique héritée de véritables compositeurs comme Hector Berlioz, César Franck, Camille Saint-Saëns ou Georges Bizet. Eh bien, monsieur Fauré, quels autres projectiles me préparez-vous depuis les catapultes bien rouillées de vos traditions médiévales? La tradition, monsieur, est l'héritage que vous refusez de recevoir des pères sans lesquels vous et moi ne serions rien. Parlez pour vous, monsieur Fauré. Votre écriture repose sur des dogmes usés qui n'ont fait qu'une seule gloire, celle de soldats morts au combat. Alors, monsieur Debussy, apprenez que rigueur et discipline sont aussi nécessaires à la musique qu'à l'armée. Mais enfin, on ne peut pas comparer la musique et l'armée, monsieur Fauré. Mais certes non, jeune homme. Mais dans les deux cas, il faut des généraux et, disons, des fantassins. Fort heureusement, la baronne Hermione Petit Patapon prit la parole. Allons, messieurs, peut-être pourrions-nous continuer cette aimable conversation autour d'une tasse de thé et de quelques petits fours. Que diriez-vous d'organiser un moment musical en notre salon? Il faut bien que vive ma maison. Alexander, peut-être pourrions-nous jouer sa sonate à Monsieur Fauré? Nous pourrions aussi proposer quelques lectures, et si Monsieur Debussy consentait à se joindre à nous, nous serions ravis de découvrir son talent. La semaine suivante, on vit arriver aux 5 rue Geoffroy-Marie toute une troupe d'artistes invités flanqués de quelques amis et connaissances, tous pour le moins enthousiastes. Claude Debussy, sans doute un peu froissé, ne s'était pas joint à nous. On y joua la sonate de Gabriel Fauré.
Le soir venu, Hermione et moi nous sommes retrouvés seuls, sous l'âtre immense de la cheminée auprès du feu, un peu ivres de ces émotions partagées. Nous avons reparlé des moustaches de Forêt, plus importantes que les miennes, des affaires de cœur de M. Debussy, de l'oreille de Van Gogh, et du niveau de la Seine, et du chant des merles. Et nous avons fait tourner le gramophone. Scott Joplin. Parfois, nous restons silencieux des heures durant, chacun absorbé dans un livre. Je découvre Flaubert, Victor Hugo. Hermione se nourrit de Verlaine, de Rimbaud. Le matin, après le petit déjeuner, je lui lis un poème. Stéphane Mallarmé est son préféré. La joie artistique a, je crois, un pouvoir bénéfique sur sa santé. Quand personne ne nous voit, nous nous disons « tu », mais avec tellement de retenue. La première fois, nous en sommes restés muets de stupeur. Il était 4h30 du matin, nous terminions une longue conversation. C'était aussi la fin d'une excellente bouteille de Porto. Et puis, un merle dans la cour donna un récital à l'aurore. L'instant était si doux que nous restâmes dans son exquise tranquillité jusqu'au lever du soleil. Hermione avait vendu un Van Gogh de toute beauté grâce auquel nous avons pu installer un Steinway dans le hall principal de l'hôpital Sainte-Anne et nous y avons donné quelques récitals. C'est là que nous rencontrâmes l'extraordinaire virtuose américaine Maud Lowell. En tournée à travers l'Europe, elle profitait de son passage à Paris pour visiter le conservatoire où elle avait été autrefois élève de Charles d'Anclas. Accueilli par Gabriel Fauré, celui-ci ne tarda pas à lui parler d'Hermione, des Mardis de Madame et de nos concerts à Sainte-Anne où ils nous firent l'honneur de venir nous écouter. Je n'oublierai jamais cette soirée où, après notre prestation, les deux musiciennes donnèrent un récital improvisé particulièrement savoureux aux pensionnaires de l'hôpital. Un jour d'automne 1902, nous avons rencontré le génial Georges Méliès, premier réalisateur de trucage au cinéma. Il venait de prendre la tête du théâtre Robert Houdin, le célèbre magicien Houdini. C'était le tout premier film de science-fiction. À la fin du film, quelques gamins vinrent chahuter près de la voiture. L'un de ces petits farfelus, plus téméraire que les autres, bondit à l'intérieur et sauta comme un chimpanzé pour en éprouver les suspensions. Hélas pour lui, le fond se brisa net et le gosse se retrouva le cul par terre, dangereusement coincé entre les planches.
Heureusement pour lui, ces cris ont vite ameuté le secours. Nous sommes arrivés pour l'aider. Pendant le retour en fiacre, tandis que nous regardions à travers le plancher nos pieds dodelinés au gré de la valse des pavés, Hermione me prit la main et la garda jusqu'à la maison. C'est sans doute cette fraîcheur, cette légèreté, ce moment magique d'enfance retrouvée qui me convainquit ce soir-là de dévoiler mon secret. En 1870, mon père, Boldog Feketeshar, prince de Hongrie, fut envoyé par l'armée prussienne en France. Blessé dès la première manœuvre, il fut soigné en arrière-garde par celle qui devint ma mère, Saranella Shepsion, danseuse gitane enrôlée de force et reconvertie pour l'occasion en infirmière de fortune. Ils s'échappèrent ensemble et vécurent 8 semaines d'une parfaite idylle. Et puis, une nuit, dès qu'il fut guéri, mon père disparut. Ma mère m'éleva seule les 10 années suivantes, mais ne parvenant plus à subvenir à mes besoins, elle me rendit à la famille royale de Hongrie. Ce ne fut pas mon père qui m'éleva. Il confia cette tâche à des précepteurs, des maîtres de musique, des femmes de chambre et bien entendu des militaires. C'était une catastrophe. Je détestais l'armée, alors assez vite j'ai fui vers l'ouest. Vivant de musique et de petits boulots. Et puis j'ai entendu parler de l'exposition universelle. Et c'est comme ça que je suis venu à Paris. 3 années passèrent, pendant lesquelles ma charmante hôtesse et moi-même partageons notre passion pour la musique, et aussi tous les arts. Fréquemment, l'écrivain Marcel Proust nous rendait visite. Je le soupçonnais d'être amoureux de ma baronne. Je ne pouvais rien dire. Les beaux jours, nous flânions dans les parcs, nous donnions des graines aux pigeons. Quand il pleuvait, en général, nous restions à la maison. Mais chaque jour, nous jouions de la musique. Le mercredi, nous allions à la bibliothèque. Nous empruntions articles de journaux, livres, surtout partitions pour animer nos rencontres artistiques. Nous préparions chaque semaine une œuvre d'un compositeur différent afin de les offrir aux invités des mardis de Madame, ainsi nommés en hommage et en continuité des fameux mardis de Mallarmé, célèbre salon parisien fondé par le poète où se côtoyait tout le Gotha de Paris. La maison acquit peu à peu une renommée considérable et devint un haut lieu de rencontre pour la fine fleur des artistes de ce temps. Les compositeurs pouvaient venir jouer ou faire jouer leurs œuvres devant un public et des conditions idéales. Claude Debussy, qui nous avait enfin honorés de sa présence, prit la parole. Il proposa à l'auditoire d'écouter Pagode, une création dont l'inspiration lui était venue à la contemplation de cette fameuse estampe de Katsushika Hokusai, La Vague. Mais ce ne fut pas lui qui l'interpréta, ce fut Madame.
d'une rare intensité. Debussy, que quelques vers de Baume de Venise grisaient un peu, était très ému. Il redécouvrait son œuvre grâce à la virtuosité d'Hermione. Il vint publiquement la remercier et l'en féliciter. Madame, vous avez interprété cette œuvre d'aussi belle manière que je l'entendais avant de l'écrire. Moi-même, je n'ai jamais été capable de la jouer aussi bien. Comment vous remercier? Eh bien, composez-nous une sonate pour violon et piano, pour moi-même et pour Monsieur Shepsion. Baronne Hermione Petit Patapon, je jure par ma vie de vous la composer avant d'aller embrasser le ciel et les étoiles. Après une matinée au musée du Louvre, où nous avions croisé Jean Cocteau et Pablo Picasso, avec qui Hermione avait longuement parlé de politique, celle-ci se mit en tête de me faire placer sur le trône de Hongrie. Il y a tellement d'incapables au gouvernement. Mon ami, avez-vous songé à tout le bien que vous pourriez faire si vous repreniez votre trône? Hermione, je vous en prie. Votre devoir est, me Mon semble-t-il... ami, je vous en conjure, n'entretenez aucun espoir dans cette direction. Je n'ai aucun pouvoir en Hongrie et je n'en veux pas. Pour mes adversaires, je suis un fils illégitime. Oh, regardez Alexander, sur le piano. Il n'y avait rien sur le piano. Hermione souffrait terriblement. Ses crises étaient fréquentes, douloureuses. Tout son corps se raidissait. Ça lui faisait claquer les dents. Le seul remède était la serrer dans mes bras. Ça pouvait prendre plusieurs minutes. Parfois, blotti contre moi comme un oiseau blessé. Encore toute tremblante de fièvre, elle me disait: Oh, Alexander, quand viendra-t-il me chercher? Parlait-elle de l'oiseau, de Dieu? Je n'osais pas l'interroger. J'étais si heureux de sentir son corps se détendre un peu, à respirer mieux. Et pendant quelques minutes, son visage rayonnait d'une grande douceur. J'avais l'impression qu'elle voyait un ange qui lui donnait la force de tenir à travers son épreuve. Et quand elle revenait à elle, je lui disais d'aller se coucher, de se reposer. J'aurai l'éternité pour ça, mon ami. Travaillons, jouons de la musique. Et lisons, disons de la poésie. Que la beauté triomphe. Et elle souriait. Elle sourit toujours de ce sourire qu'ont celles et ceux qui traversent la vie avec panache, mais qui au fond sont épuisés. Et moi, j'aime son sourire. Mais cela me rend mélancolique de l'avoir diminué.
le merle. N'est-il pas étrange qu'un simple oiseau ait tant de pouvoir sur une femme? Nous arrivons à ce fameux jour que, malheureusement, l'histoire ne retiendra pas pour les mêmes raisons. Nous avions organisé le 3 août 1914 une soirée musicale en hommage au feu le baron Ramon Petit Patapon. Un lointain parent, le compositeur Georges Enescu, était venu spécialement de Roumanie pour ce concert. Et Francis Poulenc, que nous avions accueilli le matin même au train de Marseille, tous étaient venus écouter Maurice Ravel, qui interprétait en personne son fameux Alborada nel Gracioso. Malgré la bonne ambiance, s'installait peu à peu une étrange rumeur. Les Allemands avaient commencé les assauts militaires la nuit précédente dans l'Est. Ils voulaient reprendre l'Alsace et la Lorraine. Dans les rues, les hommes et les femmes commençaient de se crier l'épouvantable réalité. La guerre était déclarée. Les avions germains et surtout leurs énormes zeppelins terrifiaient la population. La peur venait désormais du ciel. De fantastiques mastodontes chargent en héros la voûte glabre et noire. L'armée colossale aux entrailles abyssales engloutit des cathédrales. Creusant des vagues gigantesques, les balours se jouent de la pesanteur. Leur ventre de plomb, gorgé de mort, caresse les montagnes, tandis que leur dos immaculé reflète ton silence, ô lune enceinte du matin. Le 30 août 1914, un immeuble fut frappé rue des Vinaigriers, tout près du canal Saint-Martin où nous allions nous promener. Ravel, qui habitait rue Carnot, craignait pour ses partitions. Il cherchait à les mettre à l'abri. Rodin, lui, était plus fataliste, moins facile de déplacer ses blocs de pierre. Renoir, qui habitait un atelier au 5e, lui, peignait pendant les bombardements pour ne pas céder à la folie, pour conjurer le sort. Et dans cette période, tous les Parisiens s'unissaient dans un désir compulsif pour protéger leur patrimoine, leurs œuvres. Alors, mes amis, Renoir, Ravel et Rodin, m'aidèrent à monter à la cave un mur en double fond pour protéger les œuvres de la maison Petit Patapon. Soucieuse d'encourager les travailleurs, la baronne accompagnait Sylvie qui nous apportait les rafraîchissements. Et un premier drame se produisit. Alors qu'elle remontait, Hermione eut une violente convulsion dans l'escalier. Elle bascula en arrière contre Sylvie et toutes les deux dévalèrent l'escalier et se retrouvaient à l'étage plus bas. Dieu merci, la corpulence de la servante
absorba le choc et notre baronne nous en tira avec quelques bleus. On la porta dans sa chambre, elle me supplia de rester. C'en est fini de moi, mon ami. André et Sylvie savent maintenant mon état. Ils vont écrire à Doña Elvira, ma cousine. Elle n'attend que ça. Avant le printemps, les Espagnols seront venus prendre tous les biens de la maison. Oh. Petit matin, Auguste Renard et moi-même somnolions dans le petit salon après le départ de Ravel et de Rodin avec qui nous avions bu plus que de coutume. Nous avions passé la nuit à parler de cette douloureuse situation de madame. Sur le piano et sous le premier rayon du soleil, bercé par le chant des oiseaux, la légère et dodelinante fumée d'un cigare dansait avec une gitane élégance autour de la lampe en jade. La nuit avait été forte en émotion. Impossible que les choses se terminent de cette manière. Enfin quoi? La guerre, cette satanée maladie, maintenant la grippe sous-espagnole? Nous devons lutter, oui, lutter, ne pas céder au désespoir. Lutter pour la beauté, puisque la laideur essaie de tout submerger. Luttons avec ce que nous avons sous la main. Rien ne nous empêchera de jouer la musique. Nous allons descendre le piano dans la cave et nous jouerons même pendant les bombardements. L'idée fut adoptée à l'unanimité. Mais l'escalier était sacrément étroit. On démonta les pieds, le mécanisme, le couvercle du pliel, on le mit sur champ, et grâce à des couvertures, on fit glisser très lentement de volet en volet. On le déposa dans un espace aménagé tout en bas, tout au fond de l'immeuble. Là, il y a assez de place, avec des colonnes très solides, où on peut installer une vingtaine de personnes. Grâce à cette curiosité, les mardis de madame ont continué tout l'hiver malgré cette plaie de guerre. Notre réputation s'étend maintenant jusqu'à Grenoble. Hier soir, pendant l'alerte, alors que toute la maisonnée s'était réfugiée à la cave, on entendit tabouriner à la porte. Sylvie gravit 4 à 4 l'escalier, fit résonner le hall de marbre, claquer les verrous, gémir les gants. Moins d'une minute plus tard, nous apparaissait un soldat de belle carrure, portant un long manteau de laine. À la manière dont il se découvrit, on comprit qu'il était officier. Il était suivi d'un autre soldat, nettement plus petit, affublé d'un manteau bien trop grand pour lui. Le troisième eut de la peine à descendre. Il a fallu que Sylvie l'aide en le poussant dans le dos, et pour cause. Il était aussi large que l'escalier. En plus d'une clarinette glissée dans sa ceinture, il traînait une contrebasse qui paraissait minuscule dans ses mains. Il arborait un sourire aussi lumineux que sa peau était sombre. L'officier prit la parole. Good evening, ma'am. Thank you very much for your welcome. New Americans, 369 Infantry Regiment. I am Lieutenant Jim Europe. My colleagues, the big one is Harvey the Lion, and the little one is Matthew Socks. New usual music police soldiers, but nous venons de le hospital in Paris. Nous avons breath, respirer, gaz moutarde. Oh, it's horrible. 2 days hospital. But now we must retourner vers le camp to join the regiment, my orchestra, the Harlem Hellfighters. But
Harry. And if you want, we can play music for you now. Évidemment! s'enflamma Hermione. Dear Mr. Europe, I please you to do. We really love music here. We organize classic concerts each mardi. L'alerte passa, les vrombissements s'éloignèrent, les peurs se tamisèrent, les angoisses s'atténuèrent, et la musique continua tard dans la nuit à monter dans l'immeuble, dans la rue, dans le ciel de Paris. Pas question de laisser Jim, Harry et Sam dans la rue. Nous les accueillons, nous les installons au 6e. Ce matin, au bout de la grande table en chêne, sur le plateau du courrier, une lettre d'Espagne. Madame ne l'avait pas ouverte. Son visage et ses mains étaient devenus blancs comme de la craie. Après le petit déjeuner, comme à mon habitude, j'ai pris dans la bibliothèque un recueil de Stéphane Mallarmé. Hermione était encore plus belle qu'à l'ordinaire. Son visage reflétait l'onde diaphane du soleil timide. J'ouvris le livre au hasard et lus le poème Apparition. La lune s'attristait, les séraphins en pleurs, rêvant l'archette au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient de mourantes violes de blancs sanglots, glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Hermione eut un étrange sursaut. Elle sourit doucement. Continuez, mon ami. Continuez, je vous en prie. Je repris la lecture sans la quitter des yeux. Ma songerie aimant à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. Hermione! J'eus juste le temps de me précipiter et de la rattraper alors qu'elle glissait de son fauteuil. Oh là, quelqu'un! Oh là! Madame fait un malaise! Je vous en prie, mon ami. Lisez. Lisez la fin de cet admirable poème. Après une courte hésitation, je gardai la baronne dans mes bras. Je retrouvai la page et terminé. J'irai donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Je restais à la contempler sans bouger comme pour imprimer à jamais chaque trait, chaque détail, chaque nuance de son visage. La regarder, la garder belle pour toujours.
Je n'entendis pas les hurlements des avions, ni les vomissures d'avortons de métal et de feu qu'éjectent leurs sautées haineuses. Je n'eus pas le moindre soubresaut quand l'obus, un monstre de 100 kilos, traversa le toit. Je ne réagis pas davantage la fraction de seconde suivante lorsque celui-ci défonça le plafond du 7e, puis du 6e et du 5e qui cédèrent sans pour autant que la bombe n'explose. Cependant donc que dans le corps de l'immeuble, l'engin de mort poursuivait sa course, la géniale musique montait victorieuse en une volute de joie indestructible. Personne ne verra jamais les 2 étoiles tout au fond du tunnel laissé par le passage de l'obus dans la carcasse de l'immeuble. L'endroit où nous nous trouvions l'instant d'avant n'existe plus. Nous-mêmes, nous avons disparu. Et puis d'un coup, tout l'immeuble s'effondra. Dans la cave, on ralluma des bougies, des tourbillons d'épaisse poussière saturaient l'espace. Les survivants étaient sonnés, mais bien vivants. Il n'y avait pas même un blessé. En une lente et sinueuse procession, couverte de gravats, de torchis, on ne distinguait plus l'homme de la femme, ni l'homme noir de l'homme blanc. Tous les survivants sortirent, laissant de leur harde battue s'élever de lourdes volutes de poussière. Leur déambulation avait une prestance presque solennelle. Ils évoluaient en pantins malhabiles parmi la décombre, tandis que marquant leur sillage d'une élégante traîne poudrée, s'élevait léger un couple de merles blanchis.